Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand portage. C'était le 13 février dernier, les forces de la coalition en Afghanistan lançaient une offensive anti-taliban baptisée Opération Mushtarak, la plus vaste jamais lancée par l'OTAN. En tête bien sûr des Marines, mais aussi des soldats britanniques et afghans, 15 000 au total. Après 2 semaines de combat, Marja et Nad Ali, les 2 districts voisins, cibles de l'offensive, sont repris aux talibans. Un succès selon les autorités et l'OTAN. Et pourtant, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Claire Billet et Akbar Ariobal, ce n'est pas tout à fait le cas. La bataille de Marja n'est pas gagnée. Bienvenue dans Reporter. Branle-bas de combat à Marja dans la province du Helmand. Le vice-président afghan Karim Khalili arrive de Kaboul pour une visite officielle. Les autorités sont fières de montrer qu'elles ont repris le contrôle du district. Nos hommes sont positionnés partout dans Marja pour assurer la sécurité. Donc, il n'y a aucun danger. Et puis les habitants ont repris leur vie normale. Ils sont d'ailleurs nombreux à vouloir rencontrer nos invités. Dans la rue, pourtant, l'accueil des habitants est plutôt froid. Pas de remerciements, mais des regards perplexes. C'est un drôle de spectacle. Bon, on sera satisfait si le calme se maintient, si demain ils ne repartent pas en courant. La population de Marja semble être sur la défensive. Ce n'est d'ailleurs pas de leur plein gré que les hommes sont rassemblés dans le nouveau centre du district ultra sécurisé pour assister à la rencontre. Au marché, on nous a dit qu'on devait venir. Les autorités ? Oui, on ne sait pas si c'est une blague ou quoi. On ne comprend pas ce qu'il se passe. Il faut que tous les citoyens de l'Afghanistan choisissent le chemin de la paix pour construire une meilleure société. C'est la première fois en 30 ans que Karim Khalili se rend dans la province. Le vice-président est d'origine hazara, une minorité ethnique d'Afghanistan, ne parle que le dari et n'a pas de traducteur. Marja est en plein territoire pachtoun. L'assemblée qui lui fait face dans sa majorité ne comprend pas un mot de son discours. Direction Lashkargah, la capitale de la province, où les organisations humanitaires ne parlent pas de succès. Le Croissant Rouge afghan estime que 200 civils ont été blessés et tués. Il y a eu de nombreux incidents avec des civils qui ont été blessés ou tués, et des femmes aussi parmi eux. Ils ont promis qu'ils n'utiliseraient pas des armes lourdes, qu'ils ne bombarderaient pas. Et malgré ça, ils ont bombardé et ils ont utilisé des armes lourdes. L'hôpital Emergency Urgence en français est tenu par une organisation non gouvernementale italienne, une des rares à travailler dans la province du Helmand. Plus d'une quarantaine de personnes blessées dans les combats de Marja a été soignée ici. Le docteur Anil Kumar est physiothérapeute. Il est venu travailler pour la première fois dans cet hôpital, il y a 5 ans. Il n'avait jamais vu autant de personnes blessées en 2 semaines de combat. Ils étaient tous grièvement touchés par de nombreux éclats d'obus, des blessures graves par balles, avec des infections parce qu'ils ont été acheminés très tardivement à l'hôpital. Et puis, on a même eu un patient qui est arrivé avec une roquette dans son dos, une roquette qui n'avait pas explosé. Emergency est une organisation indépendante. Elle soigne sans discrimination tout blessé de combat. Parmi ses patients, peut-être des combattants talibans. Mais parmi eux aussi des femmes. Elles sont derrière cette porte, ne souhaitent pas être filmées. Des personnes âgées et des enfants originaires de Marja. Je ne sais pas si ce sont les Américains ou les talibans qui m'ont blessé. Il y avait des combats. Je suis sorti de chez moi et mon frère a été touché à la jambe. Quand on a décidé de s'enfuir, les Américains nous ont laissé quitter la zone. C'était juste au moment des combats. Ahmed a perdu la mobilité de sa jambe gauche. Son frère, lui, a été amputé. Sarifullah, 12 ans, a reçu une balle dans le torse. L'opération Mushtarak a été annoncée bien avant son déclenchement pour limiter, dit l'OTAN, le nombre de victimes civiles. Mais la majorité des habitants n'a pas eu les moyens de quitter le district. Ils ont été pris au piège dans les combats.
Voici la route qui se dirige vers Marja. Quelques minutes et il faut s'arrêter. C'est dangereux. On aurait des problèmes si on y allait. Parce que ces endroits n'ont pas été nettoyés. Il n'y a pas que les contrôles, les fouilles et les combats qui bloquent l'accès vers Marja. Les mines aussi, posées en grand nombre par les combattants talibans. Voici des images filmées par un soldat américain. Ces bombes sont devenues les armes les plus dangereuses des talibans. L'année dernière, elles ont tué 275 soldats de la coalition. Les autorités afghanes estiment que 3800 familles ont réussi malgré tout à quitter la zone. L'opération Mushtarak est certes terminée, mais ces déplacés sont toujours bloqués à Lashkargah. On rentrera dès que le calme sera vraiment revenu. Que peut-on faire ici? On a dû quitter nos champs et nos récoltes. On n'a rien. En ce moment, on habite dans le désert à côté d'ici. On n'a pas d'autre endroit où aller, pas d'abri. Donc on s'est installé là-bas. Des centaines de civils comme Gul Ahmad continuent de recevoir l'aide de la Croix-Rouge. Couverture, ustensiles de cuisine, farine, pour parer à l'urgence. Fazoul Omar et son frère viennent de sortir de l'hôpital et logent chez leurs proches. Ils disent avoir été blessés par des soldats américains alors que des combattants talibans avaient trouvé refuge dans leur maison. Fazoul Omar a vu sa femme mourir, touchée par une balle dans le dos, puis dans la tête. Quand je me remémore ce qui s'est passé, ça m'arrache le cœur. Dans l'islam, on ne doit pas toucher sa femme quand elle est morte. Mais moi, j'ai dû le faire. Et de vous le raconter, de revoir ces images, ça me fait énormément souffrir. Nassir, son frère, a essayé d'emmener sa nièce de 2 ans à l'abri des tirs. Il a reçu une balle dans le genou à ce moment-là. Le sang n'arrêtait pas de couler. Je voulais l'arrêter, mais la petite fille me prenait les mains. Elle pleurait, elle hurlait. J'ai perdu beaucoup de sang et je me suis évanoui. Personne dans cette pièce n'arrive à comprendre pourquoi les soldats américains ont tiré. Ils disent qu'ils font très attention, mais quand nous leur avons montré ma fille, ils nous ont tiré dessus. Ils n'ont pas fait attention, alors qu'ils ont la technologie, ils ont des jumelles. Ce n'est pas comme les talibans qui, eux, ne peuvent pas voir. Les Américains ne doivent pas viser les civils. Les talibans, eux, ne doivent pas nous utiliser comme boucliers. Personne ne vient essuyer nos larmes. La famille voudrait bientôt rentrer à Marja, mais aucun de ses membres ne souhaite m'y accompagner. Trop risqué, disent-ils, d'être vu avec une journaliste qui plus est occidentale. Le problème n'est pas seulement celui des combats et des talibans. Le Helmand est le grenier de l'Afghanistan, mais surtout aujourd'hui la première province productrice de pavots dont on tire l'opium et l'héroïne. Un business très rentable pour les trafiquants, mais un sujet qui complique le travail des journalistes. Au bout d'une semaine d'attente, un habitant accepte de prendre le risque de m'emmener à Marja. Il souhaite l'anonymat le plus complet pour lui et sa famille. Nous partons dans un minibus, j'accompagne sa femme et ses enfants. Interdiction de parler. Le chauffeur ne saura pas que je suis étrangère. Une demi-heure de route, nous passons devant une première base des forces de sécurité afghanes. La mère serre les pans de sa burqa. Elle a peur des soldats américains. Une nouvelle base dont le pont vient d'être construit par les forces étrangères. Notre véhicule est arrêté. On doit fouiller la voiture. Tu vas où? À Marja. Vous avez des couteaux ou autre? C'est quoi ça? Des œufs. Nous longeons le désert, puis les premiers champs de pavots apparaissent. 2 heures plus tard, et une dizaine de bases plus loin, le minibus entre dans Marja. Une maison détruite. Puis une autre. Nous sommes dans le village de Korait Shorai. Les hélicoptères passent en moyenne toutes les demi-heures.
Le bruit des avions de surveillance est permanent. Mon guide vit dans une maison modeste. Il n'est pas propriétaire du terrain. Comme la majorité des habitants, il le loue pour ses cultures. Là, c'est mon pavot, et là, il y a mon blé. Là aussi, un peu de pavot. Nous partons en moto pour aller voir les traces des combats. Il y avait 4 pièces ici. La bombe est tombée et elle a tout détruit. La famille qui habitait ici n'a pas été touchée. Elle avait quitté la maison la veille des combats pour l'Ashkarga. D'après mon accompagnateur, les talibans, eux, n'ont pas quitté le district de Marja. Ils se cachent à l'intérieur des terres, dans la clandestinité. Regarde, les Américains passent par là-bas, au fond du champ. Le matin, ils patrouillent, à midi, ils arrivent là et ils viennent fouiller. Ils ont fouillé notre maison 4 fois. Regarde, il y a des tanks là. Nous resterons plusieurs heures dans la maison, impossible de descendre plus au sud. Des Marines bloquent la route pour le déminage. Une visite éclair mais révélatrice. Les soldats afghans et étrangers sont présents en grand nombre. Pour les habitants, ce n'est pas synonyme de sécurité. Au retour avec les autorités afghanes, la visite officielle se poursuit et tout ne se passe pas comme prévu. Mais lui là, c'est une barbe blanche. Laissez-le, il va parler lui. Il y a des fouilles des maisons le soir. Pour les musulmans et les Pashtuns, c'est vraiment mal d'entrer dans les maisons la nuit. Et l'autre inquiétude, c'est que tous les habitants de Marja ont mis tout leur argent dans la culture du pavot. Si vous ou le gouverneur, vous ne nous aidez pas, on n'aura plus d'autre choix que de partir. Les habitants se plaignent du comportement des forces de sécurité afghanes, les accusent d'être des voleurs. La rencontre tourne à l'altercation, il est temps pour les visiteurs de partir. Le drapeau afghan flotte bien sur Marja, une première en 2 ans, mais la véritable bataille n'a pas encore été gagnée. Celle du soutien de la population, qui voit dans sa majorité les soldats étrangers et afghans, non pas comme des libérateurs, mais plutôt comme des forces d'occupation. La bataille de Marja n'est pas gagnée. Reportage Claire Billet et Agba Arioboual. Merci Claire Billet d'être avec nous depuis Kaboul. On voit beaucoup d'habitants dans votre reportage, des habitants blessés, se plaindre d'avoir été touchés par balle. Est-il vrai que les soldats de la coalition ont tiré dans le tas sans faire attention ? Non, les soldats de l'OTAN ont des règles d'engagement très strictes et ils ont eu notamment pour Marja des consignes bien précises, c'est-à-dire ne tirer que quand ils étaient sûrs qu'il y avait face à eux des combattants. Le problème, c'est que Marja est une zone petite et c'est surtout une zone très habitée, que les combattants se sont déplacés dans des zones habitées et la population a été prise au milieu du feu dans cette opération. Alors, on voit également beaucoup de déplacés qui ont quitté leur champ, c'est quand même leur moyen de subsistance. On a envie de vous demander qu'est-ce qu'ils sont devenus ou plutôt que vont-ils devenir ? Alors écoutez, une partie est toujours chez leurs proches, dans l'Ashkarga, à l'Ashkarga, dans la capitale de la province du Helmand. Certains sont rentrés chez eux. Le problème, c'est qu'il y a toujours des difficultés d'accès aux biens de première nécessité. Finalement, le Croissant Rouge a pu se rendre dans Marja et a distribué de l'aide à la population. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les combats dans le district de Marja, et malgré la présence de milliers de soldats étrangers et afghans, les combats ne sont pas terminés. L'OTAN dit que ce sont des combats certes sporadiques, mais ils sont pratiquement quotidiens. Les talibans posent aussi des bombes sur les routes, sur les voies d'accès, ce qui empêche aussi les petites boutiques des marchés de s'approvisionner. Il faut bien comprendre qu'à Marja, la vie normale n'est pas revenue. Les soldats de la coalition Claire Billet sont perçus comme des forces d'occupation. Ce n'est pas bien nouveau. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, renforce les habitants de Marja dans cette conviction ?
Écoutez, comme vous l'avez dit, ce n'est pas nouveau. La première chose, c'est cette question des victimes civiles. La population afghane dans les zones de combat, mais aussi ailleurs, ne comprend pas comment les forces étrangères, finalement, avec une telle technologie, avec leurs avions, avec leurs hélicoptères, comment ces forces étrangères ne peuvent pas empêcher de créer des victimes civiles. Et il y a encore eu des bavures récemment. La population n'est pas capable de comprendre ça. Et par ailleurs, elle n'accepte toujours pas aussi la présence des autorités afghanes. Pour vous donner un exemple, le nouveau chef du district de Marja n'y a pas habité depuis 15 ans. Donc la population voit cet homme plutôt comme un étranger aussi. Et par ailleurs, elle considère les autorités afghanes très corrompues. La population ne comprend pas pourquoi les forces étrangères apportent leur soutien à des autorités qu'elle estime corrompues. Le bilan de l'opération Mouchtarak, Claire Billet, c'est un bilan mitigé, nous sommes d'accord. Dans le même temps, la coalition va lancer une offensive contre Kandahar, vaste bastion taliban. Et là, les défis sont autrement plus importants que ceux de Marja. Le défi, effectivement, est autre, et l'OTAN le sait très bien, puisqu'ils sont bien conscients de la situation. Marja est le plus petit district de la province du Helmand, alors que la province voisine de Kandahar est très vaste, qu'il y a à peu près 1 million d'habitants, ça veut dire 10 fois plus qu'à Marja. Les talibans sont, en plus, dans la province de Kandahar, de plus en plus forts, de plus en plus présents. Ils tiennent les campagnes. Ils sont même, depuis un peu moins d'1 an, présents dans le centre-ville de Kandahar, c'est-à-dire que les habitants disent que dans certains quartiers, les talibans circulent la nuit armés. Donc, à quoi l'OTAN doit faire face, c'est une zone qui est majoritairement sous le contrôle des talibans, et ils ne peuvent pas envoyer des milliers de troupes dans la ville de Kandahar. Donc, ce qu'ils disent qu'ils pourraient faire, ce que disent les analystes, c'est qu'ils vont installer plein de bases, différentes bases tout autour de la ville de Kandahar pour en sécuriser l'accès. Merci Claire Billet, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.